Bernard Sauget, on est dans ce que vous appelez votre antre ici à Saint-Just-Chalessin. Vous êtes là depuis plus d'un demi-siècle. Euh, je voudrais vous poser une question. On est là devant les journaux, Le Progrès, le Dauphiné Libéré. Le Dauphiné Libéré qui a fêté ses 80 ans il y a quelques semaines. Pour vous, le Dauphiné Libéré, c'est une partie de votre histoire personnelle, puisque vous êtes rentré en 61. Vous étiez un tout jeune homme. Dites-nous quelques mots de cette entrée au journal et puis de ce passage, long passage, dans ce groupe de presse. D'abord le Dauphiné Libéré, puis après le Progrès, puis après l'ensemble des deux. Eh bien, au départ, j'aurais voulu être journaliste, bien entendu, et je voulais faire une école de journalisme rue du Louvre à Paris. Et puis, les responsables de l'époque m'ont dit, bah, écoutez, c'est pas la peine parce que on vous formera sur le tas. Alors, je n'ai pas fait d'école de journalisme et je suis devenu immédiatement donc apprenti journaliste et j'ai la carte professionnelle, sans doute une des plus anciennes de France, puisque c'est la 19 235. Donc, je l'ai toujours eu et je l'ai toujours été, je l'ai toujours encore en tête et pour moi, c'est ma première et dernière carte de journaliste et je l'ai toujours gardée. Après, je suis devenu directeur, mais directeur, c'était toujours avec la carte de journaliste. Comment Voilà. est-ce que vous êtes arrêté quand même rue de la Charité, dans ces locaux de dernier rang lyonnaise? Eh bien, c'était rue Place de la Comédie d'abord, avant la rue de la Charité. Et là, je suis arrivé par le sport, parce que j'étais à l'époque en équipe de France militaire de football. Et donc, par le sport, je suivais le sport, évidemment, et tous les sports. Et c'était à l'époque le patron des sports, s'appelait Prosper Belloin. Et c'est lui qui m'a dit, écoutez, je vais vous prendre comme pigiste d'abord, je vais voir ce que vous voulez, je ne vous connais pas assez. Et donc, c'est lui qui m'a fait rentrer en fait au journal. Donc voilà. Moi, quand je vous ai rencontré en 1964 ou 65, vous couvriez pas le sport, parce qu'on était sur un événement qui se passait aux Nouvelles Galeries, je crois, à Bron, avec le Comité français contre la faim. Vous couvriez l'actualité locale. Après, j'ai fait de la locale, mais au départ, c'était le sport. Et après, j'ai fait de la locale et j'ai fait aussi de la politique en journalisme, parce que le problème était le suivant. La ville de Lyon avait été en 62 candidate aux Jeux Olympiques de 68. Et le Comité international olympique se réunissait cette année-là à Baden-Baden. Et donc, avec Louis Pradel, qui était le maire de Lyon, et toute une délégation, ils étaient allés défendre la candidature de Lyon. Et moi, j'étais journaliste et j'avais les deux casquettes. J'avais le- la casquette de Dernière Orléanaise et la casquette de la RTF. C'était pas encore l'ORTF, c'était la RTF. C'est devenu office en 64. Et donc, là, on a été battu par Mexico, qui a eu les Jeux Olympiques en 68, et Louis Pradel s'est pris d'amitié avec ce petit jeune qui s'appelait Sauget, etc. On avait à peu près les mêmes idées politiques, disons radicales de gauche, et ça se passait bien. Et un jour, il m'a dit, bah, écoute, je vais faire ta carrière, mais politique aussi, parce que euh, tu vas être la prochaine fois en 71, je te prendrai comme un de mes adjoints à Lyon, et puis après, tu seras député, conseiller général, il n'y a pas de problème, etc. On reviendra un peu sur cette carrière politique dans un second temps. Je Oui, voudrais qu'on poursuive un petit peu sur ce oui. parcours journalistique. Euh, de 61 à l'orée des années 90 et peut-être même 2000, vous avez un long parcours dans le groupe Progrès Dauphiné. Après 61, tout de suite après, quelques années après, c'est le rapprochement des deux titres pour faire une imprimerie commune. Puis après, il y a eu des événements marquants. Il y a eu l'arrivée de Jean-Charles Lignel, l'arrivée de Robert Hersan. Quels sont un peu dans tout ce parcours les événements qui vous ont marqué? Sur le plan des directions en particulier, il y a des choses qui m'ont marqué. C'est bien sûr le Jean-Charles Lignel qui est devenu le patron du Progrès intégralement, parce qu'avant il y avait les deux cousins, Jean-Charles Lignel et Jean Brémond, qui étaient propriétaires du Progrès à 50% chacun, et c'est le tribunal de commerce qui avait fait faire des enchères privées entre les deux hommes pour que l'un rachète la part de l'autre. Et c'est Jean-Charles Lignel qui a gagné contre Jean Brémond, et donc ça c'était en 80. Et donc effectivement, là, ça a été quand même une chose très difficile à admettre, parce que si vous voulez, on avait entre le Progrès et le Dauphiné libéré des services quand même communs.
sur le plan des rotatives, enfin sur le plan de L'imprimerie. l'imprimerie en général, et sur le plan en particulier de la publicité. Et ça, donc on avait ces deux choses qui étaient totalement communes entre les deux, c'était EP1, en particulier PP1. Voilà. Et donc, quand il a fallu que le Progrès et le Dauphiné libéré se séparent complètement, y compris sur le plan de la rédaction, bien entendu, et des correspondants, bon, ça a été une année absolument horrible. Donc, on s'est retrouvés. Jean-Charles Lignel avait l'habitude de dire aux gens, bon, ben vous, je vous embauche, parce que sur les 800 personnes qu'il y avait à peu près, sur Lyon, il disait, vous, je vous embauche parce que vous êtes le meilleur. Bon, et les autres, évidemment, je les laisse. Bon. Et nous, on s'est retrouvés avec toutes les cloches, j'allais dire, entre guillemets, et ces braves gens qui étaient des types bien portants, mais évidemment, ils étaient sans doute un peu moins bons que ceux que Jean-Charles Lignel avait pris. Et moi, je leur ai dit, écoutez, vous allez montrer à Jean-Charles Lignel que vous êtes aussi bon que lui, que ces hommes à lui. Et c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est battu pendant plusieurs années contre le Progrès, et avec des gens qui faisaient ce qu'ils faisaient en 5 heures pour les gens du Progrès, eux, ils le faisaient en 7 heures, mais ils le faisaient quand même. Et automatiquement, on a gagné progressivement, etc. Et on a fait... Alors après, il y a eu l'arrivée évidemment de Robert Hersant. Là aussi, ça a été quelque chose d'assez difficile à vivre pour moi, parce que j'avais pris position pour Dini, Paul Dini. Car Paul Dini était un homme qui était le président de la Jeune Chambre économique au niveau national, etc. Tout ça. Il avait il était directeur général de tout le Dauphiné, et moi j'étais directeur sur Lyon à l'époque. Et donc, effectivement, l'arrivée de Robert Hersant a changé totalement les choses. Et quand il m'a téléphoné pour le premier jour où la dépêche AFP venait de tomber en disant que Robert Hersant était le patron du Dauphiné libéré, il m'a dit je veux vous voir, monsieur Sauget, tout de suite. Et je lui ai dit monsieur, vous êtes mon nouveau patron, quand vous voulez, ce soir, au Parc Hôtel à Grenoble à 19h. Et je me suis dit là, il te fait venir à Grenoble pour te donner tes indemnités de licenciement, puisque j'avais pris position contre lui et pour Paul Dini. Et donc là, il m'a dit, il m'a salué, puis il m'a dit, je sais que vous êtes un homme de Paul Dini. J'ai dit oui, j'en suis même assez fier, parce que finalement, nous sommes en train de remonter le Dauphiné libéré, et c'est une bonne chose. Il me dit, mais oui, tout à fait, je suis d'accord là-dessus. Et alors il me dit, mais je voulais savoir si vous feriez partie de notre équipe. Alors je lui dis, écoutez, moi je ne suis pas contre, à la condition, il y aura 3 conditions, 3 points. Et le premier point, c'était pas de licenciement. Le deuxième point, pas de retrait de zone, parce que si le Dauphiné libéré était parti de Lyon, de Saint-Étienne, etc., c'était possible, parce qu'on gagnait bien notre vie sur l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche, mais sur les autres départements, on était très déficitaires. Sur le Rhône, Lyon, Saint-Étienne, la Saône-et-Loire, etc., on était très déficitaires. Mais c'était plus à ce moment-là un grand journal, et le Dauphiné libéré. Et donc, effectivement, c'était le deuxième point, pas de retrait de zone. Et troisième point, pas d'accord avec le Progrès, parce qu'on se bat contre le Progrès depuis plusieurs années, en ce qui me concerne depuis plus de 10 ans, et donc on aimerait bien un jour avoir le Progrès avec nous. C'est comme ça que ça s'est passé. Et le lendemain, il faisait le communiqué avec ces 3 points dans la presse, et donc il m'a téléphoné pour me dire alors, je dis alors, je suis d'accord avec vous, je rentre dans le groupe Dauphiné libéré Robert Hersant. Voilà comment ça s'est passé. C'était un sujet déjà important. Et le deuxième sujet, c'est quand, avec Xavier Elie, on est arrivé, etc., ensemble, sur le Dauphiné libéré, mais en rachetant le Progrès, en 85, fin 85. Et là, on a eu un petit incident peut-être, mais c'était Madame Décoré qui était la présidente des dépositaires. Et il y avait, comme chaque année, au Sofitel, le dîner de gala le dimanche soir, après l'Assemblée générale des dépositaires. Et nous y étions tous ensemble, et Jean-Charles Lignel était à gauche de Madame Décoré, et moi j'étais à droite. Et il n'a fait que me parler pendant tout le repas. Et j'ai senti que c'était mûr et qu'il fallait racheter le Progrès.
Je suis allé le lendemain matin par le premier TGV à Paris pour voir Robert Hersant, lui disant maintenant, notre mission est terminée, vous pouvez racheter le Progrès. Et il me dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, il faut que le patron du Progrès vienne me trouver. Et puis ensuite, il faut qu'on se mette d'accord. Donc, s'il ne vient pas me trouver, ben, le Progrès ne sera pas racheté par nous. Et 8 jours après, ben, je suis parti en claquant la porte, pratiquement, parce que j'étais pas content. J'avais le sentiment qu'on avait fait notre devoir. Et 8 jours après, il me téléphonait pour me dire, le premier contact est pris. Et nous avons racheté le Progrès le 26 décembre, donc 80. Et ça a été annoncé dans la presse le 3 janvier 81. Et à ce moment-là, ça a été évidemment un tollé général, parce qu'il y avait évidemment le monopole à ce moment-là du Progrès Dauphiné de Robert Hersant sur Lyon et sur la région Rhône-Alpes. Voilà comment ça, les deux choses qui m'ont marqué vraiment. Il y en a une autre aussi qui était importante, c'est qu'en 77, quelques années auparavant, Jean-Louis Richereau et je suis en train de chercher son. Enfin bref, le directeur général de l'époque du Dauphiné, qui était le Gallois. Jean Gallois, parce qu'il y avait aussi son fils, mais Jean Gallois avait décidé de lancer le journal Rhône-Alpes. Il voulait faire un journal nouveau, etc., pour les gens sur le plan économique, etc., tout ça. Et avec Henri Amouroux qui nous faisait tous les éditos, etc. Et là, en 77, on a eu la chance de pouvoir lancer de rien du tout un journal qui s'appelait le JRA, le journal Rhône-Alpes, donc, qui a toujours marché modestement parce que, disons que la cible était assez étroite, mais qui a été un journal de qualité pendant plusieurs années. Et avec ce journal, avec Lyon Matin, qui était le successeur de Dernière Heure, donc lyonnaise, avec France Soir Lyon et Figaro Lyon, de Robert Hersant, qui amenait tout ça, avec ces 4 journaux, on a petit à petit encerclé le Progrès, et le Progrès a été obligé un jour de dire, bon, ben, il faut que je vende à 10 Vignelles d'ailleurs, et donc on a racheté et le Progrès et les dettes du Progrès d'ailleurs aussi, parce que ça perdait de l'argent. Et donc c'est là où pendant quelques temps, à ce moment-là, ça a été Denis Huertas qui est devenu le président du Progrès. Denis Huertas était un homme de Robert Hersant très proche, puisque son père, le père de Denis Huertas, était le médecin de Robert Hersant. Et donc, on a eu tout ça, et à un moment, Robert Hersant m'a dit, bon, ben maintenant, c'est plus le Dauphiné libéré que vous allez avoir, c'est le Progrès. Et ça a été en 86, 86 à peu près, quand le Progrès a été racheté. Donc, je me suis toujours très bien entendu avec Denis Huertas, qui était lui plutôt souvent en bagarre avec Xavier Elie. Donc, et c'était 2 hommes, on ne met pas 2 crocodiles dans le même marigot, et donc effectivement, c'était 2 hommes qui s'accrochaient souvent tous les deux. Mais ça s'est bien passé après, et le Progrès et le Dauphiné libéré ont pris quand même une importance, malgré le fait qu'ils avaient quelques pages communes, qu'ils avaient, etc. Beaucoup moins que maintenant, d'ailleurs, entre le Progrès et le Dauphiné. Voilà. Et puis un jour ou l'autre, il fallait évidemment que les choses se passent différemment quand Robert Hersant est mort. C'est Yves de Chaise-Martin qui a pris la responsabilité de tout le groupe Hersant, Socpresse, la ouais. Socpresse, donc, et qui était la société holding du groupe. Et à un moment, comme entre-temps, moi, politiquement, j'avais fait mon trou et ma place, y compris sur le plan national, puisque j'avais été élu en 93 député, et ensuite, c'était plus difficile pour moi, effectivement, et Yves de Chaise-Martin avait fait venir pour le Progrès, sous mes ordres, Michel Nozière. Et Michel Nozière, donc, et moi, nous n'avons jamais eu beaucoup d'atomes crochus, parce que Michel Nozière était plutôt un homme qui ne s'arrêtait pas sur le plan humain d'un journal. Bon. Et il était le patron, le directeur général du Progrès. Bon, ben, effectivement, il jouait son rôle, mais son rôle n'était pas celui d'un homme qui voulait s'implanter à Lyon. Il n'était pas lyonnais, il n'a jamais pris, par exemple,
une maison, un appartement, etc. à Lyon, il était toujours à l'hôtel. Bon. Et ça, moi, ça me gêne un petit peu. Alors un jour, j'ai dit à Yves de Chaise-Martin, Yves, tu me donnes mes indemnités et je m'en vais. Bon. Et il m'a dit, je ne veux pas que tu partes. Et c'est là que je lui ai dit, écoute, si tu ne veux pas que je parte, je ne reste pas à Lyon, d'autant que j'ai maintenant ma vie à Paris avec l'Assemblée nationale, etc. Et il m'a dit, à ce moment-là, tu vas venir avec moi à la SOCPRES, et c'est comme ça que je suis devenu un des responsables de la SOCPRES avec Yves de Chaise-Martin. Voilà. Ensuite, eh bien, ma foi, il y a eu la fin de l'histoire qui s'est passée en 2001, puisque j'ai été élu sénateur. Et donc, effectivement, là, j'ai demandé à Yves de Chaise-Martin de partir de nouveau. Il m'a dit, quand tu auras 60 ans, pas avant. Et j'ai eu 60 ans en 2003. Et en 2003, donc, j'ai pris donc, ma retraite à 60 ans.